Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Si vous me connaissez, On s'est rencontrés ensemble quand on était enfin, j'étais dans une école d'art. on s'est rencontrés ensemble. On s'est rencontrés séparément. Et du coup, c'était quoi ton premier job? Ah bah c'était McDonald's, hein, clairement. Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast sur l'univers du concept art. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy Mochen, concept artiste et intervenant dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo depuis plus de 10 ans. Et pour ce nouvel épisode, j'ai un nouvel invité qui est Pierre Messenberg. Salut Pierre. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va et toi? Je te laisse te présenter en quelques mots. Je suis concept artiste illustrateur depuis 4 ans et intervenant en école d'art et principalement character designer. Et je viens de Paris. Si je t'ai proposé de venir à cette seconde émission, c'est qu'on a un parcours un petit peu similaire, c'est qu'on a fait tous les deux une école d'art et on a ensuite accédé assez rapidement à notre premier job. Je pense qu'on rentrera un petit peu dans les détails de tout ça, c'est assez intéressant de parler du parcours. Je te laisse un petit peu parler de ta scolarité, comment ça s'est passé. Est-ce que par exemple tu as visité plusieurs écoles avant de faire ton école et est-ce que, ça m'intéresse énormément, c'est quels sont un petit peu les signaux d'alerte qui t'ont fait par exemple ne pas prendre certaines écoles parce que tu as été visité plusieurs écoles, j'imagine. Ouais, et qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette école et tu t'es dit celle-là c'est la bonne, j'y vais tout de suite et je sais que c'est celle-là et pas une autre en gros. Bah écoute, pour te répondre, je vais te parler carrément du lycée où j'ai été parce que j'ai fait une licence art appliqué, du coup STD2I il me semble. C'était là où en fait j'ai commencé à vraiment voir ce que c'était le design. J'ai fait du design d'objets, design de mode, architecture et tout. J'ai terminé du coup ce lycée qui m'avait déjà donné un œil sur ce que c'était le design. Et j'ai enchaîné avec 2 écoles différentes qui étaient spécialisées dans le concept art et dans la 3D. J'ai passé 4 ans et demi, 5 ans, 4 ans et demi, dans ces écoles-là. Et ensuite, je suis rentré du coup dans le monde professionnel en tant que freelance au début. Honnêtement, avant de rentrer dans ces écoles, j'en ai visité pas mal d'écoles, au moins une bonne dizaine. Et je me suis confronté du coup à des schémas où il fallait, je sentais qu'en fait il fallait pas forcément mettre le pied dedans de par le non sérieux en fait du programme, notamment il y avait quelques écoles qui étaient super flashy avec des belles couleurs, une belle maquette qui mettait beaucoup en avant, on va dire, le paraître, mais qui était un peu évasif lorsque tu devais parler du programme. Voilà, exactement. Quand on commençait à parler du programme, des cours en fait en eux-mêmes, donc vraiment ce qui est la structure même en fait d'une école, finalement, et il y avait plus personne. Ils peuvent avoir avec des belles images mais il faut quand même qu'il y ait du contenu. Donc ça, c'était un des signaux d'alerte. Honnêtement, il y en a quelques-unes. On va pas citer de nom. Mais... Justement, c'est ce que j'allais dire. On va quand même pas citer de nom. On n'est pas là pour cracher sur les écoles, mais tout ce qu'on peut dire, en faisant une parenthèse là-dessus, c'est renseignez-vous. Et je rentrerai un peu plus dans les détails juste après, pour donner justement les astuces pour bien sélectionner une école d'art. On va quand même préciser quelque chose d'important. Et c'est quelque chose que je vois depuis maintenant plus de 10 ans dans l'enseignement, c'est qu'il y a cette fausse idée reçue qui est « je paye une école, donc j'ai forcément un job à la fin ». C'est faux, c'est totalement faux. C'est vraiment une grosse idée reçue et la plupart des gens pensent qu'ils achètent un diplôme. L'école ne garantit absolument pas un travail à la fin, elle vous donne la possibilité en fait d'accéder au monde du travail. Après, c'est à vous de vous former. On peut parler aussi des gens qui travaillent pas, qui sont à l'école, qui font juste le travail à l'école et que extrascolairement ils vont rien faire à la maison. Ça, c'est dans notre travail de concept artiste illustrateur, du coup, c'est pas possible en fait. On est obligé de travailler même en dehors des cours afin d'avoir un niveau qui se maintient. Je veux dire, c'est un peu comme aller à la salle de sport. Je veux dire, si vous travaillez pas tous les jours, vous allez perdre de niveau. C'est comme un sport en fait. Il y a beaucoup de concurrence aussi, donc il faut vraiment faire ça, quoi. On pourrait parler, je pense, alors c'est quelque chose que j'avais un petit peu remarqué un peu chaque année en école d'art, parce qu'à force de voir différents élèves, c'est vrai qu'il y a toujours des patterns des profils, des profils et des comportements qui sont tout le temps très récurrents. J'aimerais un petit peu noter les 5 erreurs en école d'art que je vois le plus souvent. Je pense que c'est quand même important de le noter. On va dire la première, c'est l'absence de fondamentaux. Étant un character designer, c'est une des choses que j'ai le plus travaillé, c'est vraiment l'anatomie.
Si vos bases ne sont pas solides, vous n'allez pas pouvoir en fait aller plus loin. Et en fait, l'école, ce que va te donner l'école en termes de contenu va suffire. Bien sûr. Mais ce qui fait l'efficacité de l'assimilation et la compréhension des fondamentaux, c'est la pratique régulière En extrascolaire. en C'est ce extrascolaire. que je disais tout à l'heure. Et Ouais, bah, c'est ça vraiment- nous amène d'ailleurs à cette deuxième erreur qui est qu'il n'y a pas de fondamentaux, mais parce que aussi les étudiants, ne font pas assez d'extrascolaire. Totalement. C'est un métier de passionné, hein. C'est sûr que s'il n'y a pas la passion et s'il n'y a pas la patience aussi, Ah, la patience. la patience, c'est l'âme de ce métier, hein. La patience d'apprendre, c'est vraiment important ça, de le souligner, puisqu'on apprend toute notre vie dans ce métier. C'est vraiment un métier où je pense que voilà, on commence et puis après, on n'arrête jamais d'apprendre en fait. Donc Exactement. c'est vraiment ça. Ça nous amène d'ailleurs à un troisième point que je trouve est un des moins évoqués, c'est productivité versus efficacité. Totalement, ouais. En quoi ça consiste ? Un élève en général est très productif, il va beaucoup dessiner. Le problème c'est qu'il aura souvent la tête dans le guidon et qu'il va pas considérer Aucun justement recul. son avancement. Exactement, pas de recul. Pas de recul, hein. C'est-à-dire que j'ai souvent des élèves qui vont me dire j'ai dessiné 200 mains, 100 mains, 150 mains. Et je vois pas trop d'évolution. Et en fait, ils ont travaillé en une seule session, mais sans jamais prendre le recul et de faire un travail d'autocritique. Ça veut dire que si vous enchaînez 100 mains sans à aucun moment prendre du recul et voir là où vous avez des difficultés, par exemple, je sais pas, dessiner quelques mains, considérez justement ce que vous avez fait en mode ah j'ai tendance à faire ce doigt trop court, ah j'ai Bien tendance à mal gérer l'intégration du pouce. Ok, vous prenez en compte ça et vous savez que vous allez faire attention pour les prochaines mains que vous allez dessiner. Vous redessinez des mains, vous voyez l'évolution et après vous vous remettez en question. Ça c'est être efficace. Bien Et sûr. vous pouvez vous retrouver à progresser énormément en dessiner 20-30 mains plutôt que 100 sans jamais réfléchir. Bah, je pense c'est un métier aussi, il faut accepter les critiques. Et en plus de ça, ça peut vous donner une aide future pour le métier, parce que vous allez être face à des directeurs artistiques qui vont pas, hésiter à vous remettre en place si vous faites pas quelque chose de bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce métier, hein. Il faut bien prendre les critiques, et puis c'est comme ça qu'on évolue, quoi. La critique, en effet, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est très important. Et si vous vous la demandez très tôt, c'est une belle preuve de maturité. Ça me rappelle quand une fois je donnais cours, j'ai des étudiants, en gros, ils étaient tous à fond et ils postaient leurs travaux sur les réseaux sociaux. Donc t'envoyais, c'était dans ta classe d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas précisé, mais tu as été mon élève en école d'art Oui. pendant un an. Je dirais pas dans quelle école, hein, mais On va encore mais- taire le nom. Ouais, on s'est rencontrés là. Et c'était dans ta classe, je me souviens, il y avait un de tes camarades dans la classe, il était Alt F5, enfin il actualisait Ouais. sa page Facebook pour voir s'il avait des likes, des commentaires, des trucs comme ça et tout. Mais il était à fond. Et là où on avait quand même quelques élèves matures dont toi, qui en gros postaient leurs travaux et le commentaire accompagné dans les travaux, c'était n'hésitez pas si vous avez des retours, des critiques. Pour moi, c'est très important, ça va me permettre de progresser. Et Bien ça, sûr. mais c'est extraordinaire parce que tu dis clairement, ouais, moi je suis pas là pour avoir des likes ou voilà, mais des commentaires. Il y a un truc qui va pas, dites-le moi. Ah bah, y a des professionnels en face de nous, hein, ils sont là pour nous aider, donc il faut leur faire Exactement. confiance. Faut leur faire confiance. La Mm. plupart du temps, moi, pour revenir sur les écoles que j'ai eu très souvent des très bons intervenants, très professionnels. Et la clé, c'est aussi de faire confiance dans vos intervenants. Si vous avez confiance en eux, vous allez pouvoir suivre leur feedback et progresser encore plus vite. Ce qui nous amène à un autre point aussi, c'est les références. Alors ça, on pourrait en parler un podcast entier. Ouais, totalement, ouais, C'est- les références, c'est quelque chose de... ouais, c'est vaste. vraiment, vraiment. C'est vaste et c'est précieux. C'est les étudiants. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette peur d'utiliser des références Totalement, ouais. et ils se sentent honteux. Ouais. J'ai l'impression que c'est associé maladroitement à ce qui pourrait penser être de la copie. Il ne faut pas oublier que la copie, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Alors, Bien sûr. je vais justifier mes propos. 19e siècle, époque impressionniste, les premiers impressionnistes étaient ce qu'on appelle copistes au Louvre. Ils étaient copistes pour assimiler un savoir-faire, une technique. C'est des études, des reproductions. Les reproductions vous permettent d'assimiler et gagner en compréhension. On fait beaucoup d'études, nous, ce qu'on appelle des studies, hein, on a le terme anglophone, hein, mais Ouais, c'est le vrai terme qu'on a tendance à dire tu fais des studies, voilà, des Bien studies. sûr. Et c'est le fait de faire des études d'après-référence qui nous permettent de comprendre. Un exemple très simple, à l'époque où on était étudiant, on faisait des études de maître en digital, hein, exactement comme Ouais, je les ai fait, hein, je me rappelle. on les a faites, Ouais, on ouais, les a faites exactement comme tous. on va citer Craig Mullins du coup, Ouais, hein, ouais, qui c'est est le nom que vous devez absolument retenir aujourd'hui, Craig Le Mullins, dieu. le maître du digital. Et c'est vrai qu'avant Craig Mullins, il n'y avait pas eu vraiment de gros monstres du digital et bah, du coup, il fallait apprendre avec ce nouvel outil, mais c'était toujours la même chose, c'était les fondamentaux. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site de Craig Mullins, je crois que c'est
c'est quoi, c'est Good Brush, je Ouais, crois, Good son Brush site. ou je sais pas. Enfin, de toute Good manière, vous tapez Brush, Craig Box. Mullins et puis vous tombez dessus. Hein. Et en fait, vous allez trouver des études, même en digital, de tableaux de Sargent, donc John Singer Sargent, 2 mètres. de Anders Zorn. Vous pouvez même trouver du Giovanni Boldini. Donc là, je vous cite un peu 3 grandes pointures en termes de peintres. Et c'est vrai que nous, en tout cas, en termes de cours, on a tendance à faire tout le temps cette étude de maître qui est celle de Carolus Duran, donc une peinture de John Singer Sargent en étude en digital. Elles sont extraordinaires pour apprendre la technique et surtout apprendre à synthétiser. Pour finir là-dessus, je vais juste vous citer un camarade de l'industrie qui s'appelle Florent Guy, que tu connais aussi, qui travaille, je crois, à Dontnod, qui travaillait à Quantic Dream avant. Et une fois, on avait fait une soirée et il me montrait ses travaux. Donc moi, j'étais beaucoup plus jeune et il m'expliquait un peu comment il bossait. Et là, je lui dis... Tu utilises des références, Il me dit, mais pourquoi tu me demandes tout le temps si j'utilise des références? Je fais, je sais pas, les références, c'est un peu de la triche parfois. J'étais jeune, tu vois, j'avais 3 mois de mon premier contrat. Et il me dit, mais non, faut arrêter avec ça, comme il dit, avec son accent. Et tout. Il me dit, un exemple très simple, si je te demande là tout de suite de me dessiner une épingle à linge de tête avec tous les petits ressorts et tout, tu y arriveras? Et je lui dis, non, je crois, ouais, sur le coup, je dis ouais. Il fait, essaye. Et non, en fait. Bah non, sans référence, si t'as pas bossé ça, ça va être compliqué. Et je trouve que cet exemple est hyper pédagogique. J'avoue que quand il m'a dit ça, ça m'a marqué et je l'utilise tous les ans en cours. En voyant que les élèves veulent pas, je leur fais le test de l'épingle à linge. Et ça marche trop bien. C'est dingue. C'est fou. Hein. Ça marche bien. Merci Florent. J'espère que tu regarderas cette émission. Et puis au-delà de ça, on parle d'exposition, de musée. Il faut rappeler aussi que voilà, être curieux, ça veut dire aller chercher des références, mais dans la vraie vie. Je veux dire, c'est pas que du digital. Je veux dire, on se nourrit de photos, par exemple, en photographie. Hein. Avoir ton appareil, prendre tes photos. Vraiment, voilà. Moi, j'ai fait des expositions des fois de photos qui ont rien à voir avec le milieu du concept art, mais c'est juste ça me nourrit en fait en termes de visuel, clairement, même de composition, ce genre de choses. Et les meilleures références qu'on puisse trouver, c'est vraiment celles qui sont autour de nous. Je veux dire, notre métier, c'est d'observer en fait. C'est vraiment un métier d'observer, d'analyser en permanence. Et c'est vrai que on parle de curiosité. C'est vrai que voilà, il faut aller plus loin que juste des références de jeux vidéo ou de films. Je veux dire, il y a des gens qui regardent beaucoup de films, beaucoup de jeux vidéo, mais qui vont pas forcément se tourner, comme tu dis, vers vers un genre de film qu'ils connaissent pas, ou vers même des livres. Hein. On peut parler de l'écriture. Des livres, oui, bien sûr. L'écriture, hein, c'est vraiment très important. Ça nourrit l'esprit, en fait. Ça va venir donner un cachet, en fait, à vos images par la suite. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc ouais, la curiosité, c'est un des piliers fondamentaux d'un artiste et aussi d'un concept artiste. On parlait de cinéma, on avait parlé de ça. Bien sûr, ouais. J'ai revu un film il n'y a pas si longtemps que ça, grosse claque. Alors, 20 milieux sous les mers, je crois que c'est 1954 ou 57, je ne vais pas te dire de bêtises, je dirais 54. L'époque où Disney adaptait beaucoup, faisait pas mal de films live de romans de Jules Verne. Et je me suis dit, je l'ai vu quand j'étais gamin, je l'ai lancé et je me suis dit, ça a dû vieillir de ouf. Il y a une scène, elle m'a mis la chair de poule et je suis pas en train de te vendre quelque chose là. C'est vraiment, savoir, là, ça m'a mis une claque. Le Nautilus, on est à peu près au premier tiers du film, a anéanti le bateau sur lequel se trouve, c'est Kurt Douglas, le personnage principal. D'accord. Il y a James Mason qui a aussi joué dans Voyage au centre de la Terre, toujours de Disney, Jules Verne. Et en gros, le Nautilus a défoncé le bateau, les rescapés se retrouvent sur le Nautilus et ils arrivent à rentrer dedans. Donc il y a Kurt Douglas, le majordome et le professeur qui a son majordome. Et ils visitent le vaisseau, ils sont complètement subjugués, ils font c'est incroyable cette machinerie. Et là, ils se retrouvent dans la salle principale où vous avez le hublot. Donc pour ceux qui ont été à Disneyland Paris, il y a une reproduction du Nautilus, en plus petit, mais c'est un peu la même chose. Et là, on voit 10 mecs en scaphandre marcher sous l'eau. Ils regardent. Et là, j'étais pas trop actif, je regardais le film en dessinant un peu à côté, tu vois. Et là, j'entends un truc, et j'ai tourné la tête. Le professeur dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est des funérailles. Je fais quoi? Des funérailles sous l'eau. Le plan, alors je suis désolé, je vous mets la scène en même temps pour que vous regardiez à quel point c'est extraordinaire. 1954, ils ont vraiment tourné sous l'eau et ils tournaient en gros des prises pas plus de 1, 2 ou 3 heures je crois et ils gardaient que 3 minutes de shoot à chaque fois. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui marchaient sous l'eau qui... Exactement, donc les personnes qui marchent sur l'eau, donc là j'imagine que vous pouvez le voir à l'écran en même temps et en fait ils portaient le cercueil et il y a quelqu'un qui avait une croix et on les voit comme si en gros ils donnaient les grâces, etc. En fait, pourquoi c'est puissant? C'est puissant comme visuel, ouais, c'est un visuel. C'est un visuel puissant, tu viens de le dire. Visuel. Pourquoi?
parce qu'on voit quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On en a vu soit en vrai, soit à l'écran, mais là, on est sous l'eau. Et là, ça donne quelque chose de complètement ouf. J'avais l'impression On de change voir... d'environnement en fait. C'est Totalement, un changement vraiment, d'environnement, oui, oui. et j'avais l'impression que ça aurait pu être une scène de BioShock, le jeu. Tu Ouais, vois. bien sûr. C'est extraordinaire. Donc, 20 milieux sous les mers, 1954. N'hésitez pas à aller le voir, c'est incroyable. Et en complément du film, je vous encourage à aller voir surtout les making-of autour. C'est génial. On va pouvoir, je pense, parler un petit peu peut-être du portfolio, le contenu. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande pas mal. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, là-dessus ? Honnêtement, ouais, le portfolio, c'est quand même une des choses les plus importantes pour se vendre. Hein. Il faut se rappeler que pour travailler pour des entreprises, il faut savoir se vendre aussi. Et oui, dans le portfolio, en fait, moi, j'ai la connaissance que il faut toujours du travail de qualité, le maximum. Il y a des gens qui ont tendance à tout poster, à poster plein de choses, mais sauf qu'en fait, ça peut être un problème parce que ils ont tendance à poster des images qui sont pas forcément finies ou abouties, alors qu'il faut montrer le meilleur de nos tafs en fait sur le portfolio afin de choper des boîtes en fait. Et honnêtement, il y a eu un conseil à un moment donné qui était donné par Blizzard, hein, qui disait que si on avait envie de travailler pour Blizzard, il fallait faire du Blizzard. Donc ça, c'est une façon en fait de dire que si vous voulez bosser par exemple pour des gros studios, il faut que votre direction artistique sur votre portfolio colle à leur boîte. Tout en gardant une certaine part d'identité. D'identité. Évidemment, on va pas faire du fan art uniquement, vraiment coller à un artiste, mais il faut quand même rester dans cette direction artistique. Oui. Pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'on disait par rapport à la direction artistique, si vous êtes par exemple dans un style réaliste, que vous avez envie de travailler pour un style réaliste du coup, si vous mettez du cartoon je veux dire dans votre portfolio, vous n'allez pas toucher les boîtes qui font forcément quelque chose de réaliste. Donc ça aussi, c'est bien d'axer votre portfolio vers le type de direction artistique que vous voulez travailler. Je vois pas une boîte je veux dire, arriver avec un style réaliste, prendre quelqu'un qui fait uniquement du cartoon. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut je pense, y penser. Moi, par exemple, à titre personnel, j'aime la direction artistique stylisée, un peu la Riot, à la Blizzard. Je vais tendance à, dans mon portfolio, travailler beaucoup plus cette direction artistique pour être engagé sur des projets qui se rapprochent de la direction artistique que j'aime, quoi. Après, j'ai aussi du réaliste parce que j'aime bien ça, donc on peut mélanger, mais je pense qu'il faut regarder une certaine logique et pour cohérence visuelle. Une cohérence visuelle en fait dans son portfolio pour travailler pour les studios qu'on aime, hein, et c'est vraiment important. C'est un piège dans lesquels tombent souvent les étudiants à la fin, c'est qu'ils ont tendance à vouloir surcharger en se disant que plus ils auront d'images, mieux ça va cibler, alors que non, comme tu viens de l'expliquer, c'est faux. Vous pouvez trouver un travail avec 3 images de très bonne qualité. Ça m'est déjà arrivé de voir des portfolios avec très peu d'images, et ça suffit pour convaincre un recruteur de déjà faire le premier pas, on va dire, plutôt que d'avoir trop d'images et de se dire oh là là, c'est le fast-food en fait. Ah, totalement, c'est un peu l'analogie du restaurant. Un bon restaurant, la carte est assez légère, quelques plats seulement. Un restaurant un peu plus on va dire bordélique, voilà, vous allez avoir 50 000 pages avec tous les plats possibles et imaginables, c'est compliqué, quoi. Donc vaut mieux avoir un petit ArtStation avec quelques travaux qui fonctionnent bien, comme tu as dit, plutôt que d'avoir trop de choses, quoi. On a des exemples autour de nous, hein, des gens qui ont été pris dans des grosses boîtes qui avaient 10 images, franchement 10 images max, au lieu d'en avoir 50 mauvaises, il vaut mieux en avoir 10 qui sont très bonnes, quoi. Aussi, un autre point important, ne postez pas juste des images finies. Ça t'est arrivé, Pierre, moi aussi ça m'est arrivé au Trojan North, donc cet événement en 2015 où ça réunit beaucoup d'artistes, étudiants et professionnels. Il y avait des sessions portfolio où en gros il y avait des reviews, des entretiens. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Blizzard pour la première fois. Et il y a cette remarque que tu as reçue. C'est vraiment ce que Warden Light Studio m'a dit, hein. Donc j'étais devant une personne qui travaillait pour ce studio, je me prends la review, la personne me dit c'est cool, mais comment t'as fait? Parce que j'avais que le rendu en fait sur mon portfolio, il y avait que l'image de rendu de fin, et ce qu'il voulait voir c'était mes itérations. Donc c'est l'essence même du travail de concept artiste. Ils m'ont donné des très bons conseils en me disant il faut que tu postes tes personnages en gris, voilà, ensuite le process couleur, afin d'arriver au rendu final où là voilà, vous pouvez vraiment montrer vos skills de peinture et de rendu. Mais pour eux qui étaient du coup qui bossaient dans l'industrie et qui étaient dans la prod, hein,
pour eux, ce qui était important, c'était de voir ça en fait. Je pense qu'on peut conclure la partie sur les écoles en abordant justement un petit peu comment reconnaître une bonne école et une mauvaise école. Toi, des situations qui t'ont paru un petit peu red flag, donc vraiment signal d'alerte. Qui m'ont marqué, ouais. Ouais, qui pourrait te donner l'impression que c'est pas forcément une bonne école, parce que tu as fait plusieurs écoles, donc encore une fois, on va pas dire les noms, mais des situations. Je te partagerai un peu les miennes aussi, mais je te laisse commencer du coup. Il y a eu ouais, effectivement des situations un peu red flag, hein, comme tu dis, qui m'ont fait, qui m'ont fait un peu peur. C'était, je me rappelle encore, à l'époque, c'était quand j'étais encore étudiant, il y avait à un moment donné un cours, enfin j'étais dans un cours, et puis il y avait du coup quelques enseignants qui sont arrivés, enfin de l'administration plutôt, qui sont venus me chercher en fait en plein cours pour me demander d'aller sur leur salon de l'étudiant. Comme ça, et moi c'est vrai que ça m'a paru c'était assez surprenant parce que j'étais en plein cours de 3D ou je sais plus de design 2D, et ils m'ont clairement fait lever et puis ils m'ont amené au salon de l'étudiant pour faire des démos pour en gros afin de recruter d'autres gens qui venaient dans l'école. Donc j'avais un peu cet effet là, un peu vitrine, ce qu'on appelle l'effet vitrine, c'est-à-dire vraiment les élèves vitrines, ouais. Voilà, les élèves vitrines. Donc il y en avait pas mal dans ces écoles là, c'est-à-dire des élèves voilà, où en gros on va prendre leurs images ou même leur temps sur du cours afin de pouvoir vendre mieux l'école. Ça c'était assez je pense que c'était assez red flag parce que c'est une mentalité qui est quand même d'utiliser en gros les élèves à des fins de vente. Et c'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément cool, je trouve. L'histoire que tu viens de raconter, ça s'est vraiment passé pour moi quand j'étais enseignant. Alors je dirais pas l'école, mais j'ai un étudiant qui m'a contacté, c'était un des meilleurs élèves de l'école, je pense que c'était même le meilleur élève de l'école. Il était qu'en 2e année, mais on lui a proposé un contrat chez Ubisoft. Et en gros il m'a dit oui, je sais pas quoi faire parce que l'école me dit non, il faut rester dans l'école parce que tu as encore pas mal de choses à apprendre. Mais le premier job, c'est tellement précieux quand ça arrive. Ouais. Alors après ça dépend, si c'est une petite boîte pas très réputée, mais là c'était Ubisoft quand même, donc c'est pas... c'est une grosse boîte quoi. Donc rien que pour, même si tu restes qu'une semaine pour le CV, c'est énorme. Alors peut-être pas une semaine, mais bon, c'est énorme. Et en gros, l'école essayait de lui monter la tête pour lui dire de rester, et il était sur le point de refuser Ubisoft pour continuer à produire en fait des travaux pour l'école et alimenter la vitrine évidemment pour les portes ouvertes, ce genre de choses. Ce qui est absolument dégueulasse, on va le dire. Oui, non, finalement, bon, on a pas mal parlé. Après, encore une fois, la balle était dans son camp, hein, mais il a pris, selon moi, la bonne décision. C'est ça, hein, ça a toujours été ça en fait, les élèves vitrines. C'est du business aussi les écoles. C'est du business, ouais, c'est du business. Hein. Alors attention, c'est vrai que entre le dernier podcast et celui-là, je vais passer un peu pour celui qui défonce les écoles. Certaines écoles, oui, mais il y a quand même de très bonnes écoles. Les bonnes écoles, c'est quoi ? C'est des intervenants, en gros, qui vous collent pas un bras au tableau en vous disant « ça, c'est un cours d'anatomie, vous devez le recopier ». Ça, c'est une mauvaise école. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des très bons intervenants et des mauvaises écoles. Des mauvais intervenants. Mais la chose dont je voulais parler aussi en termes de red flag, c'était aussi la pression qu'on peut mettre dans une école. C'est-à-dire que quand on parlait au début d'une bonne ambiance de travail, c'est aussi sur ça. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a des écoles qui mettent une pression de dingue à leurs étudiants pour qu'ils produisent et pour qu'ils du coup produisent ces images-là afin de vendre. Il y a vraiment des écoles qui mettent des pressions énormes, qui font ce qu'on appelle limite cruncher leurs étudiants pour qu'ils leur filent un maximum de boulot, et puis qui créent du coup cette espèce de concurrence entre les élèves. Moi on l'a vécu clairement. Il crée une concurrence entre les élèves alors que pourtant plus tard dans l'industrie, ça me paraît un point important, les gens travaillent ensemble. C'est un métier de passionné et les gens travaillent ensemble, c'est une chaîne. Et là dans certaines écoles, pas toutes évidemment, il y a cette espèce d'ambiance, regarde ce qu'il a fait, c'est mieux que toi, il faut que tu fasses mieux. Et en fait, ça, socialement, c'est pas forcément super en fait, parce que monter les uns contre les autres, à la fin, c'est comme un projet qu'on fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un film, qu'on parle d'une série d'animation, qu'on parle d'un jeu vidéo, c'est un projet et beaucoup de gens travaillent dessus, et donc l'entente est primordiale, la communication est primordiale. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je pense que c'est un des red flags, c'est de créer une ambiance de concurrence en fait et de tension, plutôt que de rapprocher les gens
C'est stressant. C'est extrêmement stressant. Donc ça, c'est aussi, voilà, ça c'est vraiment un point important. Je pense qu'on a fait le tour. Un dernier point peut-être, je vais juste mettre l'accent sur ce que tu disais tout à l'heure, les enseignants, les intervenants. Quelque chose aussi qui peut être très très, on va dire, red flag, c'est vous avez un intervenant, il fait très peu de démos. Quand vous lui demandez de montrer ses travaux, il est plutôt évasif, fuyant, exactement. Il va vous sortir des phrases en mode non mais j'ai pas envie de vous faire peur ou non mais ça va vous impressionner. Je suis désolé, non. Si votre intervenant ne veut pas faire de démo et ne veut pas montrer sa galerie ou quoi que ce soit, s'il dessine pas, c'est que il y a un malaise. Du coup, Pierre, on va pouvoir parler un petit peu de nos entrées respectives dans le monde du travail. Alors déjà, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais on sort de l'école. Il y a des cours qui auraient été bien utiles à savoir comment se vendre, qui est un tout autre métier en fait qu'on nous enseigne pas. C'est des choses qu'il faut apprendre. Apprendre à démarcher, apprendre à rassurer les clients si on en a, la négociation. Et le statut. Très important. Les statuts, freelance, salarié. Et toi, du coup, comment ça s'est passé ta transition entre l'école et le monde professionnel? Écoute, moi j'ai stoppé l'école du coup, enfin j'ai arrêté, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini ma formation et tout de suite j'étais confronté, comme tu disais tout à l'heure, à voilà, toutes ces thématiques en fait qu'on m'avait pas appris forcément dans l'école. Qui sont comment démarcher les boîtes, comment trouver du travail, l'administration, voilà, le statut. Et c'est vraiment des choses qui sont vraiment, à mon goût, très importantes. Et il faudrait, moi je pense à titre personnel, il faudrait mettre en place des cours sur ça. Moi, ça a été assez complexe au début. J'ai reçu de l'aide de mes proches pour tout ce qui était statut, de mes amis aussi, qui connaissaient déjà le statut d'auto-entrepreneur, freelance, etc. Donc ça, j'ai eu de la chance. Mais oui, j'ai demandé aux gens autour de moi pour tout ce qui était statut. Ensuite, pour démarcher les boîtes, j'ai reçu des conseils d'autres concept artistes. Parce que je suis allé parler à beaucoup de concept artistes pour savoir comment il fallait faire, tout simplement, pour démarcher du studio, parce que c'était pas quelque chose de simple. Et ils m'ont dit, il faut que tu écrives des mails d'une certaine façon, il faut que tu ailles sur LinkedIn, il faut que tu ailles parler à des gens, que tu fasses du networking. C'est quand même une sacrée paire de manches, quand même, d'arriver dans le monde du travail sans avoir, juste en ayant un portfolio et en sachant dessiner. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont savoir aussi démarcher parce qu'ils ont eu des expériences avant de travail, etc. Mais là, voilà, et la tchatch. Et là, il y a, c'est quelque chose où, moi, je suis rentré dans le monde du travail avec un premier mail en fait qui est arrivé après avoir posté mon portfolio. J'ai commencé à recevoir des mails. Le client vient vous chercher. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Le client vient vous chercher. Vous pouvez démarcher évidemment des studios, mais la plupart du temps en freelance, si vous avez un bon portfolio qui est axé, le client vous envoie un mail et là, il va falloir savoir répondre à cette demande. Il va falloir savoir répondre à cette demande. Et ça s'apprend avec l'expérience, aussi avec l'aide d'autres concept artistes. Je veux dire, on se file toujours des tips, je veux dire, que ce soit des brushes, comment répondre en mail, d'où cette entraide, c'est vraiment important. Donc voilà comment moi j'ai démarré dans le monde du travail, avec un premier mail d'un client, une réponse avec l'aide d'autres personnes, et puis à la fin c'est snowball, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire ça continue, plus on alimentera son portfolio, plus on recevra de mails, et puis à la fin, la machine est lancée, quoi. C'est un cercle vertueux parce que tu vas travailler pour des projets, tu vas avoir des nouvelles images à montrer qui vont amener des nouveaux clients, attirer l'attention. Donc en général, quand c'est lancé, c'est plutôt bénéfique, quoi. Totalement. Et il y a un point aussi que j'ai pas abordé, c'est les contacts. Quelque chose d'extrêmement important, même je dirais que c'est une des choses les plus importantes, c'est les contacts. C'est si vous connaissez des gens qui travaillent sur des productions, ils peuvent très bien vous appeler et vous dire on a besoin d'un concept artiste, je sais pas, pour un environnement, pour du Cara, etc. Et vous passez sur un contrat freelance. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est les contacts. Je pense qu'on va le répéter quand même pas mal de fois que un bon niveau, c'est extrêmement bien, mais le networking et les contacts, c'est quelque chose de très important aussi. Ouais. J'ai envie de dire presque malheureusement, important. J'aime bien comparer justement les contacts aux références parce que les gens ont peur d'aller demander aux gens oui, est-ce que tu sais si quelqu'un cherche un artiste ou autre, alors que faut pas avoir honte. En fait, si tu es un mauvais artiste et que tu vas chier du travail,
Là, je pense que tu peux avoir un petit peu les boules. Mais Ouais, si tu as totalement. un bon artiste, que tu as vraiment un bon portfolio, aller passer par des contacts et tout ça, c'est pas malhonnête en fait. Tout à fait. Tu as un bon niveau et tu as besoin de visibilité. Je pense que c'est très important de ne pas hésiter à demander à des gens, oui, j'ai un bon portfolio. Il faut Parce pas que- avoir peur quoi d'aller chercher des gens. Ouais. Ah non, faut pas avoir peur parce que aujourd'hui, un concept artiste qui est très fort mais qui n'est pas trop, qui est un peu timide et qui n'ose pas trop aller sur les réseaux ou parler aux gens, va se faire doubler par des gens moins forts qui Malheureusement, auront la ouais. tchatch. Et Malheureusement. ça s'est déjà avéré vrai. Ouais. J'ai déjà vu des artistes autour de moi Ouais. qui n'étaient pas très bons, sans être méchants, hein. Ils avaient des lacunes assez importantes. Pas les meilleurs du moins. Mais comme ils avaient le bagou, la tchatch, Ouais, bien sûr, ouais. ils se retrouvaient à récupérer, à rafler des tas de contrats alors qu'à côté, tu avais le gars trop fort, vraiment Ouais, c'est très doué, très Bon, ça professionnel. on l'a vu. Hein, On l'a tous vu. Du coup, ouais, toi, ton premier job, on en a pas parlé, donc si tu pouvais m'aiguiller dessus hein, pour leur expliquer comment ça s'est passé. Quoi. Je pense pas qu'on en ait parlé dans la première émission, mais j'ai pas fini ma scolarité. J'ai fait 2 ans d'études et à la fin de ma première année d'études, j'étais à l'école. Alors, je l'ai déjà cité au dernier podcast avec Timothy Rodriguez. On était ensemble à l'école à Nantes et lui, il est parti à la première année. Il est rentré chez Pretty Simple. D'accord. Et on était toujours très en contact et il me disait, moi je me disais, oh là là, première boîte, je suis trop content pour toi, j'espère te rejoindre. Ça, on est toujours très content de commencer à travailler avec ses amis. Ouais, tout à fait. Et il me dit, si tu veux venir, il faut focus l'enviro design. Et j'ai commencé, alors je vous recommande pas forcément de faire ça, parce que c'est pas forcément très respectueux, mais en fait j'étais dans l'optique de quelque chose de très précis. J'ai commencé à bosser l'enviro en réduisant un peu la 3D et certains autres cours, mais ça s'est fait en accord, parce que mes profs étaient vraiment extraordinaires. C'est-à-dire que je suis allé les voir à la fin, parce que j'ai décroché un art test alors que j'étais encore à l'école, et j'ai été voir tous mes profs et j'ai dit, j'ai une opportunité pour un stage, je dois faire un art test, est-ce que vous pouvez me mettre qu'une note pour ce trimestre et m'exenter en gros des autres rendus. Ils m'ont dit pas de problème, quasiment tous, à part un ou deux qui ont dit non, t'es là pour l'école, c'est pas cool. Bah non, en fait ça vous faites pas avoir, vous êtes là pour vous payez l'école, Ouais, tout à fait. pour vous-même. Et si à un moment vous avez des opportunités et tout ça, l'école doit vous encourager. Après, je pense qu'ils pensaient pas à mal, peut-être qu'ils pensaient que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, ce qui est le cas, on a encore beaucoup de choses à apprendre, et qu'ils pensaient que ce hard test était peut-être voilà. Mais moi je pense qu'il y avait peut-être aussi ce côté élève vitrine, parce qu'à l'époque c'est vrai qu'on avait beaucoup de nos travaux aux portes ouvertes et peut-être qu'ils misaient là-dessus, j'en sais rien. Bref, j'ai eu le contrat. J'ai fait un art test, je vais vous afficher l'art test si vous voulez pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Donc c'est à l'intérieur et le problème c'est que là vous le voyez, il est trop rigide, hein. Tout est très carré, très droit, tout ça et tout. Là je pense que ce qui est important à garder en tête c'est que là c'était du salariat, toi c'était plus du freelance. Ouais, moi, le c'était plus du freelance freelance, ouais. c'est beaucoup plus délicat parce qu'encore une fois oui il faut trouver les clients, Il y a un contact direct avec le client. il y a un ça, c'est contact surtout direct avec le client, il faut pas du tout bégayer quand vous lui parlez, c'est-à-dire vous devez être assez confiant quand même. Oui. La confiance, ça se développe et vous devez en gros discuter avec lui et être capable de lui dire oui, tout à fait, je suis capable de faire ça. Je réponds à ta demande. Et négocier les prix aussi. Et négocier surtout. Négocier, Voilà. l'art de la négociation. Et la négociation, Ouais, malheureusement, on l'apprend pas assez chez ça, on nous. l'apprend pas à l'école, ouais, absolument. Je pourrais recommander un bouquin que moi, ma foi, j'avais lu à cette époque. Donc ça s'appelait, je crois, Secret Power of Negotiating. Donc c'était un livre qui est trouvable qu'en anglais. L'auteur c'est Roger Dawson et c'est un livre qui est sorti dans les années 80 mais qui est réédité régulièrement avec de nouvelles, je vais pas dire techniques. Et en gros, le principal argument du bouquin c'est ne coupez pas la poire en deux. Et ça c'est très intéressant parce qu'en gros ce livre te dit que la négociation, ce n'est pas trouver un statu quo, c'est obtenir ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Alors, ça a l'air d'être un peu requin dit comme ça, je vous le cache pas, mais en gros, ça m'a beaucoup servi. Et de manière très, on va dire, vulgarisée, on va dire, c'est j'arrive, je veux par exemple négocier un contrat, par exemple sur un contrat à 5 000 €, je vais lui dire que je veux 8 000 €, on va négocier, à la fin, il va dire bon, je m'arrête sur 5 000, mais pas plus. Là, tu as eu ce que tu voulais. Bien sûr. Voilà. Et le but, c'est pas de demander plus, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens aussi qui essayent de négocier à contre-courant, mais toi, tu connais ta valeur, tu connais tes prix, et tu ne vas pas te vendre à un prix inférieur à ta valeur. Donc, la négociation est un skill qui va te permettre de toujours te respecter en tant qu'artiste freelance. Donc, je pense qu'il faut vraiment l'étudier. Mais c'est vraiment des choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école, du coup, comme pas tu disais. Du tout, ouais. Et c'est malheureux parce que ça devrait être le cas. Hein. Moi, je pense que ça devrait être vraiment inclus dans des cours. Mais il y a plein de choses qui sont vraiment pas, qui sont pas là à l'école et qu'il faut maîtriser.
et on parlait notamment des réseaux sociaux aussi. Savoir poster. Voilà. En fait, c'est un gros boulot. C'est un boulot énorme. Ça, on en a bouffé tous les deux pas mal et obligé d'aller prendre du temps pour se renseigner sur les algorithmes, sur quand poster, avoir de la visibilité. C'est dingue. C'est un gros travail. Et un dernier point qu'on pourrait aborder, parce qu'on va pas rentrer, je pense, dans le détail des réseaux sociaux, on va mourir. Non, là, c'est les événements. Le sujet est trop long. Et les événements. Alors, quand j'étais... on en a parlé d'ailleurs vite fait dans le précédent podcast. Faites des événements quand vous êtes étudiant. Allez, alors on va en citer quelques-uns. Vous avez le Art Weekend par exemple, le YAMAG. Le YAMAG où qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Trojan Horse Was Unicorn, donc THU, qui se passe en général au Portugal. Et tout ça, c'est des événements qui réunissent professionnels et étudiants. Alors, s'il n'y a pas d'étudiants qui viennent, il y aura que des professionnels. C'est là où vous pouvez vous faire un maximum de contacts, de networking, carrément. Et c'est pas du tout... alors, soyez pas dans l'optique de dire « Ah non, mais moi, je suis pas un requin, je vais pas aller là-bas pour choper des contacts, je vais passer pour un gros requin. » Mais non, c'est de la sociabilité aussi. Vous allez sociabiliser avec les gens, vous allez vous faire peut-être des amis, vous allez rencontrer des gens qui travaillent dans l'industrie. Peut-être qu'en ramenant votre portfolio, quelqu'un va dire « mais c'est exactement ce qu'on recherche. » En plus, sur ce genre d'événement, il y a toujours des boîtes qui sont là et en fait, qui viennent faire des reviews portfolio, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, vraiment, vous arrivez avec votre tablette. Et voilà, il y a des boîtes comme ILM. Moi, j'ai vu au YAMAG, il y avait des boîtes comme ILM, comme Warden Lights, et plein d'autres qui faisaient des reviews portfolio. Moi, au YAMAG, il y avait même John Ho qui était présent. Ah oui. Qui est quand même Seigneur des Anneaux. Voilà, une légende qui était là. Et c'est vrai que voilà, tout le monde était halluciné de voir John Ho. Il a l'air tellement chill et modeste en plus, ce gars, c'est incroyable. C'est les papas de l'industrie, dessinateurs traditionnels. Et vous pouvez du coup faire ce genre de rencontre. Donc j'encourage vraiment vivement d'aller dans des événements comme ça, quoi, clairement. Ouais. Mais on pourrait peut-être voir aussi ton premier art test. Je vais peut-être l'afficher pour que les gens voient un peu ce que tu avais fait la première fois. Aucun problème, tu peux. Ouais, c'était pour du coup Virtuos. C'était mon premier gros art test. C'était une boîte du coup qui est basée à Paris. Ça s'affiche en bas. Et il y avait du taf en fait sur ça. Et pour parler des art tests, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Oui, quand vous rentrez dans une boîte, souvent on vous demande des art tests pour checker votre niveau évidemment, pour savoir si vous allez coller à la prod. Est-ce qu'ils sont payés ou pas? Ça dépend de la boîte. Mais en tout cas, pour les cas, on va faire ça en 3 étapes. C'est-à-dire, il y a junior, mid et senior dans l'industrie. Un junior, moi, je vous conseille d'accepter en fait, de ne pas forcément être payé parce que ça peut vous faire une pièce pour votre portfolio. En mid, clairement, il faut se faire payer, se faire respecter par la boîte. Ça, c'est vraiment important. Et puis, les seniors, ils ont la plupart du temps... pas besoin de faire d'art test parce qu'ils ont déjà un CV très rempli, ils ont déjà bossé sur plein de prod. Donc voilà, c'est quand même important de retenir ça. Même en junior, si vous arrivez à vous faire payer, honnêtement faites-le. Mais c'est en règle générale, voilà, ça dépend des boîtes. Mais je pense pas que tu nous aies parlé de ton premier job concrètement, sinon tu as parlé d'art test, un petit peu la sortie de l'école, mais je pense que ce serait intéressant même pour les viewers que tu nous parles de ça. Ouais. Et écoute, quand j'ai été contacté du coup au tout début par les tout premiers jobs, c'était un jeu de plateau, c'était vraiment des illustrations plus, même si mon portfolio était axé concept art ou illustration. Donc j'ai travaillé pour de l'illustration la plupart du temps dans les tout premiers jobs. Et franchement, c'était une expérience qui était vraiment cool puisque c'était la première fois que je gagnais de l'argent en dessinant, en fait, en faisant mon métier, ma passion. Et même si c'était pas des très grosses boîtes, que c'était pas des studios de dingue, ça vous procure une émotion et un plaisir qui c'est pas comparable en vrai. Surtout que y a 2 effets en fait, c'est que déjà t'es hyper satisfait d'avoir gagné ton propre argent, mais en plus tu l'as fait en dessinant et ça y a pas de prix. Ça a pas de prix, ouais. La sensation est extraordinaire, c'est très très nourrissant. Un prochain point que je vais peut-être aborder, c'est les mails clients. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans les détails. Je vais pas vous apprendre ici exactement, vous partager mon modèle de mail ou voilà. En général, il faut être assez clair et concis. C'est combien de temps dure la mission, des détails vraiment importants, l'essentiel. Et surtout quand vous recevez des offres d'emploi, il faut faire preuve de fulgurance. C'est-à-dire que vous recevez le mail, vous ne dites pas « je répondrai ce soir, je suis content, ça me fait plaisir, j'ai reçu un truc ». Non, il faut que ça soit direct. J'ai des expériences avec ça quand j'étais à mes débuts où, par exemple, il y a eu des grosses boîtes qui m'ont contacté.
J'ai pas regardé mon mail malheureusement et en moins de 5 heures ils avaient trouvé quelqu'un d'autre quoi. Ça va super vite parce que les mails en fait ne sont pas envoyés qu'à une seule personne, ils sont envoyés à plusieurs types de profils. On a notamment un ami qui a vécu ça et de manière plus dramatique que nous je pense parce qu'il avait été contacté par ILM. Il avait attendu un peu, il était un peu en mode ouais, j'y vais pas, voilà. Et quand il a répondu, finalement, alors je crois qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre, oui. Ils avaient pris quelqu'un d'autre et ils sont venus vers lui quelques mois après. Et là, il a répondu direct et l'aventure a commencé. Non, mais totalement. Donc, non, ne perdez pas de temps. Répondez direct parce que les recruteurs vont voir plusieurs personnes et la perche tendue peut être détendue très très vite. Je peux rebondir sur ça aussi. J'ai parlé de quelques grosses boîtes qui me contactaient et puis j'ai pas répondu tout de suite. C'est pareil pour la boîte pour laquelle je travaille actuellement, Moon Colony. Ils sont venus me voir l'été dernier, enfin il y a 1 an. Et puis moi j'ai pas répondu à leur mail en fait. J'étais déjà sur un autre contrat et puis voilà, j'ai pas répondu tout de suite. Bon, ils sont revenus heureusement l'année d'après, mais ils auraient pu ne pas revenir. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein. Comme tu dis, il faut être au taquet, quoi, fulgurant. Et une dernière petite parenthèse que je vais faire parce que je pense que ça va intéresser les gens, c'est parce qu'on n'est pas trop rentré dans le détail de ArtStation, mais on vous a dit vraiment comment aligner votre portfolio, donc peu d'images mais de qualité, la même direction artistique, mais surtout comment en gros gagner de la visibilité. C'est vrai qu'ArtStation, il y a quand même ce côté-là de plus vous allez avoir de followers, plus vous allez être présent, visible, on va dire. Et toi, tu avais rencontré du coup, je crois, des gens qui bossaient là-bas, et c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu qui se met en place un peu partout dans le monde. C'est ces groupes ArtStation, en gros, qui fonctionnent sur le principe de je poste quelque chose. Donc, quand vous postez un travail sur ArtStation, vous allez être en Newest. Donc, en gros, c'est un truc où vous êtes Newest, c'est très éphémère parce que vous allez être noyé très vite par d'autres travaux. Par contre, si vous avez un certain nombre d'interactions sur votre travail en moins d'1 heure. En général, c'est 1, 2, 3 commentaires et entre 5 et 10 likes. Vous passez directement en trending. Et là, vous êtes visible par tout le monde et c'est vraiment là où se trouvent tous les professionnels et tous les plus gros travaux en général. Donc, à partir de là, la balle est dans votre camp et si votre travail n'est pas assez bon, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Si votre travail est bon, les gens le verront et du coup vont continuer en l'alimentant de likes et de commentaires à le remonter en surface. Il y a un vrai algorithme avec tous les sites internet, hein, de toute façon, qu'on parle d'Instagram, d'ArtStation, de tout, il y a un vrai algorithme à respecter. C'est comme les posts, il faut, on parlait du portfolio tout à l'heure, c'est aussi savoir poster à l'heure. Savoir à quelle heure poster. Voilà, le dimanche à 19h, ça c'est une des heures de poste les plus connues en général, parce que ça chope du coup les Américains qui vivent à l'autre bout, qui se réveillent, voilà. Il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Donc c'est plein de petites choses, de petites informations en fait à finalement apprendre en fait, afin d'avoir la meilleure optique possible pour l'industrie, quoi, pour travailler. Voilà. Je vais peut-être un petit peu aborder les prix aussi dans l'industrie en tant que freelance parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup. C'est à combien je me vends, combien je coûte. Et ceux qui commencent et qui n'ont pas du tout de visibilité là-dessus ont tendance à accepter des prix ridicules à 80 € la journée, 100 € la journée. C'est terrible. Je vais vous partager un peu plus mon expérience et celle de mes amis de l'industrie. Et on va se positionner un peu là-dessus. Tu me diras si toi, tu trouves ça cohérent. En général, un junior va être payé à peu près entre 250 et 300 € la journée, je crois. 230, 280. Ouais, ça colle à peu près. Ça, c'est pour le prix d'un junior concept artiste en freelance. Un mid et aux alentours entre 300 et 500 en général. Moi, c'était les prix que j'avais. Et après, quand vous êtes senior, c'est souvent votre expertise et votre réputation qui va jouer. Ça peut monter à plus de 500, 700, 800. Ça peut être même plus que ça dépend. Plus que 1000, ça dépend. Je vais pas donner mes propres prix. Je vais plus parler de tranches, mais en termes de tranches, vous êtes bien au-delà de 500 normalement. Il y avait des professionnels avec qui j'avais parlé qui me disaient de ne pas accepter en sortant d'école un contrat à moins de 250 par jour en tant que concept artiste, parce que en fait le souci c'est que ça fait baisser la valeur du marché en fait. Exactement. Et moi les premières fois où je suis entré dans l'industrie, où j'ai été confronté à des contrats, c'est vrai que je savais pas combien je valais en fait, simplement. Et pour ça j'ai dû demander à des professionnels. Encore une fois, c'est toujours, on revient à la même chose, du social, du partage d'informations, et c'est vrai qu'à l'école
on a tendance à pas forcément le mentionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours sur combien vous coûtez, comment se vendre, etc. Donc du coup, c'est encore une fois, pour savoir tout ça, il faut, là on l'a communiqué ici. Moi, j'aurais aimé voir une vidéo qui me communique les prix quand je sortais, que j'étais étudiant. J'aurais voulu voir ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont perdus et qui sont très très doués et très talentueux et qui ne savent pas en fait combien ils valent. Et du coup, ils sortent, comme tu dis, ils se font payer 80 € de l'heure et ils font baisser du coup malheureusement la valeur du travail. Et des boîtes, ça peut enregistrer des boîtes qui vont en gros vous payer moins cher. Donc c'est vraiment très important d'être groupé sur ça. Malheureusement, on n'a pas de syndicat. Ça, c'est quelque chose qui je trouve. En France, on a la FJV quand même qui joue ce rôle. Ouais. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Donc, aussi, pour les offres d'emploi, vous pouvez aller sur la FJV. Vous en avez aussi sur ArtStation, LinkedIn, tout ça. Mais la FJV, ouais, tu peux les contacter pour ça. Moi, j'ai déjà eu des soucis, on va dire, juridiques, pas non plus juridiques, mais on va dire des petites tensions sur certains trucs. Et en fait, eux, c'est un peu leur rôle. Ils peuvent clairement monter des dossiers, ce genre de choses. Tout à fait, ouais. La question qu'on me demande souvent, c'est comment aller parler aux professionnels quand on n'a aucun contact. C'est très simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous envoyez un petit message, vous dites j'aime beaucoup ton travail, j'aurais une petite question, un petit conseil. Il y en a aussi qui font peut-être plus du consulting, j'en sais rien. Mais allez à des événements, parlez aux gens sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes un peu maladroit socialement, c'est sûr que c'est pas forcément évident, mais c'est comme ça que vous allez apprendre en faisant des erreurs. Personnellement, je reçois des messages très régulièrement sur Instagram, tout le temps, ouais, et quand c'est une ou deux petites questions, en général, je réponds parce qu'honnêtement, je vais pas commencer à dire ah non, mais on va prendre rendez-vous. Non, ça va pas. Non, une ou deux questions, ça va, mais quand j'en reçois trop, par contre, je peux pas. Mais ça nous fait plaisir d'aider les juniors et Bien les sûr. étudiants. Et si on peut donner le conseil qui va t'empêcher de choisir soit la mauvaise école ou de faire une erreur dans ton parcours, on aura tendance à être plutôt altruiste. Et la plupart du temps, de toute manière, si vous contactez un artiste, un pro, et qui vous répond pas, c'est qu'il est juste occupé, qu'il est sur une production. Évidemment, s'il voit votre message, normalement, il va vous répondre. Moi, je me rappelle à l'époque, j'allais carrément parler à des artistes américains qui bossaient chez Blizzard et tout, et c'était il m'a répondu en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment que vous osiez en fait. Ouais, il faut oser vraiment. Rien à perdre. Au pire, c'est un silence. Rien de plus, faut pas le prendre comme du rejet. On va pouvoir passer du coup aux quelques questions qu'on nous a envoyées. Alors je dis quelques questions, c'est plutôt quelques questions que j'ai sélectionnées parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup. Je pensais pas recevoir autant de questions. J'avais balancé ça sur Insta et par chance, il y a pas mal de questions qui sont assez proches. Donc ça va nous permettre en gros d'aller un peu plus vite. La première de Thomasou DNF qui nous dit: concept artiste en sortie d'école, est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Totalement. C'est totalement possible si vous avez suivi la bonne formation. Ça, c'est primordial. Si vous avez un portfolio qui fonctionne, et puis si vous avez sociabilisé et que vous avez les contacts, et même si, bien sûr que c'est possible. Il y a plein de concept artistes qui se forment aujourd'hui, qui sont sur le marché de plus en plus chaque année. On en connaît. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est rentré dans une école qui dessinait des bonhommes bâtons, qui sortait d'un bac S. 4 ans après, il travaillait pour Valorant. Si cette personne-là l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire. Alors on enchaîne sur une autre question encore de Thomasou LNF. Alors c'est pas très cool parce que je prends 2 de ces questions, mais pour le coup je les trouvais très pertinentes. C'est faut-il rechercher directement le job qui nous plaît le plus ou commencer par autre chose? Alors moi j'aurais tendance à vous dire, ne vous mettez pas la barre trop haut. Si vous voulez par exemple travailler pour Riot ou Blizzard, mais que vous travaillez sur un petit studio un peu moins important, mais qui a une direction artistique très proche, ça sera très formateur dans tous les cas. Ouais, tout à fait, non, moi je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez viser vos rêves, c'est-à-dire vraiment viser Blizzard ou viser, je sais pas moi, Riot ou autre studio, et avoir une direction artistique qui du coup va vers ce sens et toucher plein d'autres studios qui sont dans les mêmes directions artistiques. Très clairement, c'est largement possible. Donc j'aurais tendance à dire que suivez vraiment, faites ce que vous aimez. Vraiment, c'est le plus important. Alors, y a-t-il des sites ou plateformes pour chercher des offres d'emploi dans l'industrie? Léoman, alors on en a parlé un peu tout à l'heure, tout simplement, la FJV, ArtStation, vous pouvez aller sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, vous allez trouver, vous pouvez chercher les boîtes qui vous intéressent et voir qui y travaillent, et vous pouvez même trouver les recruteurs. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour Blizzard, j'en parlerai une prochaine fois, mais ça reste, je pense, de très bonnes méthodes. Alors, est-ce que le statut freelance est compliqué à avoir
En France, du coup, Aelia BDS. Euh, Alors, je pense qu'on va être très simple. Quand vous y connaissez rien, c'est le purgatoire. C'est l'enfer. Mais Ouais. si quelqu'un vous aiguille et prend le temps, ça va rouler tout C'est seul. l'administration française dans tous les cas, c'est quelque chose de toujours C'est très le bordel. complexe. C'est toujours très complexe. Donc ouais, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes afin de vous aiguiller sur le statut, quoi. Tout à fait. J'enchaîne du coup avec une autre question. Alors, apprendre le concept art en autodidacte, c'est possible? Demande Thomasou DNF. Ah, décidément, j'ai pris toutes ces questions, mais la question est vraiment super. Bah oui, Ouais, tout à fait. tout à fait possible. Je pense que d'ailleurs la plupart des concept artistes qu'on connaît, beaucoup se sont formés en Bah, autodidacte. Florent Guy, Ouais, on en a parlé voilà. tout à l'heure, par Il y en a exemple. beaucoup. Ouais, apprendre à dessiner, de toute manière, c'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup seul. Ce qu'on a dit à côté, extrascolaire, c'est vraiment très important. Et si vous le bossez pour vous, vous serez beaucoup plus impliqué, vous aurez Mm. une meilleure discipline et plus de maturité et vous saurez comment vous cadrer. Si vous devez faire une formation parce que vous sortez du bac, que vous êtes un peu curieux mais pas Mm. trop à fond, Mm. c'est possible que vous décrochiez peut-être plus vite. Mais je pense que quand vous êtes plus âgé et plus mature, c'est sûr que vous aurez tendance à vous investir plus parce que vous l'aurez décidé et vous voulez en faire quelque chose de professionnel. Après, moi, j'ai quelque chose à apporter sur ça. Clairement, en autodidacte, c'est possible, mais l'aide d'une formation peut être vraiment bénéfique, ou même d'une très bonne école, parce que ça va juste accélérer en fait votre processus de travail, et vous aurez un niveau peut-être plus rapidement que si vous avez fait tout seul, très clairement. Et dernière question, du coup, se reconvertir en concept artiste lorsqu'on est un peu plus âgé, pardon, possible ou pas? De Kentas Yamada. Et pour ça, je pense qu'on va citer un artiste dont on avait déjà parlé à un moment, mais plus toi et moi, hors caméra, c'était Brad Rainey, du coup, donc aussi connu sous le nom de Cryptcrawler, donc qui est artiste et illustrateur, concept artiste aussi pour Magic the Gathering, entre autres. Et lui, la petite histoire, elle était assez connue quand j'étais étudiant. C'est un gars, en gros, qui, vers la quarantaine, a décidé de changer de métier et il s'est orienté vers le concept art et l'illustration. Si je vous dis pas de bêtises, hein, c'était l'histoire qu'on se racontait à l'époque. Et aujourd'hui, il a un niveau de fou, il fait des trucs Ouais, non, extraordinaires. mais c'est totalement possible. Hein. Et c'est possible, ouais. C'est totalement Donc, possible. non, Ouais, non. complètement. Là-dessus, moi, je vous encourage 100%. Après, si vous avez un job à côté, que ça vous pouvez développer vos compétences tranquillement, sans avoir trop la pression de savoir si vous allez payer vos factures à la fin du mois, explorez. Ça sera toujours quelque chose de nouveau et une formidable aventure, quoi. Non, c'est sûr qu'on peut, on peut se reconvertir même quand on est plus vieux, quoi. Bah écoutez, je suis désolé, mais j'aurais pas le temps de faire plus de questions. Je sais qu'on avait d'autres questions de Ptakezzo, de Fantine, de Anno006. La prochaine fois, n'hésitez pas à renvoyer des questions. On prendra peut-être un peu plus de temps la prochaine fois. Pierre, je te remercie d'être venu pour ce premier podcast. C'était très cool, merci. Peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver. Voilà. Je sais pas encore qui sera le prochain invité de la prochaine émission. Suivez les réseaux sociaux, puisque de toute façon, je partagerai pas forcément l'identité, mais le prochain thème, ce qui vous permettra d'anticiper et de balancer, comme on l'a fait là, des questions que j'utiliserai du coup pour mettre à la fin de l'émission. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde. Ok.